Bien, bonjour tout le monde. J'ai pas osé le faire moi-même, je suis un gars timide. Bien, bonjour tout le monde. Je nous ramène dans le temps, le lendemain de l'élection de 2019, parce que ça a l'air qu'il y a des rumeurs d'élection. Je réitère qu'on ne le demande pas, mais on serait bien imprudent de ne pas se préparer. Au lendemain de l'élection de 2019, j'avais dit, compte tenu du fait que les résultats sur l'île de Montréal pourraient ne pas avoir été à la hauteur de nos espoirs, que non, il ne devait pas espérer personne que le Bloc renonce à Montréal. Le Bloc ne renoncera jamais à Montréal. Et aujourd'hui, je m'offre le plaisir de vous présenter ce que j'appelle la petite équipe du cœur de Montréal. Cette partie de Montréal dans laquelle les racines québécoises sont extrêmement profondes, où la densité francophone, où l'effervescence, où une présence de communautaire, d'art, de culture sont très, très caractéristiques. Il y a aussi ce que j'appelle le cœur de Montréal, a des enjeux qui leur sont propres. Je travaillais ce matin sur un dossier bien particulier qu'on avait déjà soulevé au début de l'année 2021 au Bloc québécois, qui est celui des petits commerces indépendants. Une série de propositions qu'on avait fait pour éviter, c'est vrai sur les artères commerciales de Montréal, mais c'est vrai aussi dans les petites communautés à travers tout le Québec, le risque de voir de petites entreprises commerciales indépendantes avec une forte identité locale tomber dans la foulée de la pandémie, lorsque l'aide de pandémie qui les aura maintenus souvent en opération, mais en les privant d'une clientèle importante, notamment en n'augmentant pas le pouvoir d'achat, crucial pour ce genre d'entreprise-là, des aînés de 65 ans et plus. Mais il y a un danger pour les artères commerciales et l'identité de nos artères commerciales par la fragilisation des petites entreprises de commerce, que ce soit des cafés, que ce soit des restaurants, que ce soit des boutiques. Il y a beaucoup d'enjeux très, très spécifiques. Et le danger, c'est que ces entreprises-là ne traversent pas la pandémie directement, mais les mois qui vont suivre avec un affaiblissement du marché et du pouvoir d'achat. Cet enjeu-là est important, mais j'étais ce matin sur la rue Ontario. J'ai demeuré près de là pendant plusieurs années, donc je regardais comment ça avait évolué. Je voyais les dangers auxquels ils sont exposés dans la circonscription d'Hochelaga. La même chose existe notamment sur la rue Mont-Royal, dans Laurier-Sainte-Marie, où j'étais il y a une couple de semaines, et je me promets bien d'aller voir de quoi ça a l'air sur la rue Masson, dans Rosemont-Petite-Patrie. Dans cet esprit-là, je voulais vous présenter donc les candidats et candidates, le candidat et les candidates de ce que j'appelle le cœur de Montréal. Vous connaissez déjà notre expert en sécurité, en biométrie, en vol d'identité par des moyens en général technologiques, Simon Marchand, qui est là et qui est de nouveau candidat dans la circonscription d'Hochelaga. Vous connaissez aussi, vous commencez à connaître davantage Marie-Evelyne Michel, qui est notre candidate dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Et nouveauté, donc aujourd'hui, il y a notre amie Shofika Vassiana-Tassarma, qui sera la candidate du Bloc québécois dans la circonscription de Rosemont-Petite-Patrie. Shofika est une étudiante à la fois mathématiques et sociologie, un intéressant combo assez unique, et je vous invite à faire tous les efforts pour la découvrir, parce que lorsque j'ai découvert la personnalité exceptionnelle de Shofika, évidemment, on s'est mis à envisager des scénarios où elle pourrait carrément, à titre de députée, porter une connaissance, porter une vivacité, porter une jeunesse. Et Shofika m'a dit, ça m'intéresse beaucoup le défi de la candidature, et elle a mis une condition. Elle s'en allait là, dans Rosemont-Petite-Patrie, pour gagner. Et ce qu'il faudra faire pour gagner, et bien ce que le Bloc québécois et moi ferons tous ensemble pour que tu gagnes Rosemont-Petite-Patrie. Elle a été nommée dans un contexte assez particulier d'ailleurs. Le premier ministre Trudeau semble être assez déterminé à provoquer une élection précipitée dont les Québécois ne veulent pas, que le Bloc québécois n'a assurément pas demandé, mais à laquelle il serait irresponsable de ne pas se préparer. Le Bloc québécois a, dans ses statuts et règlements, une procédure qui mène à la désignation par les membres, par voie démocratique, des candidates et des candidats. Mais compte tenu de la durée du mandat, d'à peine plus de 20 mois, et compte tenu d'une pandémie qui nous a enlevé beaucoup de possibilités d'assemblée d'investiture, j'en ai fait énormément par voie électronique, mais on n'a pas pu traverser l'ensemble de l'œuvre, le Bureau national a dû établir que si l'élection était déclenchée avant le 23 août,
Les processus d'investiture peuvent se poursuivre de façon normale dans l'intervalle, donc les circonscriptions qui rencontrent les conditions pour avoir une assemblée d'investiture peuvent continuer à les demander, mais si l'élection était déclenchée avant l'aboutissement de ces processus-là, on a établi la liste des candidats qui seront désignés par le Bureau national du Bloc québécois, chacun dans leur circonscription, étant conscient, bien sûr, que il y a des gens à qui ça va faire plus plaisir que d'autres et c'est déplorable compte tenu d'une tradition plus démocratique que ça, mais le déclenchement précipité par M. Trudeau à des fins personnelles nous met dans une situation un peu difficile. Et c'est dans ce contexte-là que Shofika a été désigné. C'est la seule personne qui avait manifesté expressément l'intention, mais a été désignée comme candidate du Bloc québécois. Puis je vous dirai quand même qu'à tous égards, j'en suis extrêmement fier. Alors, ce sera l'équipe de choc du Cœur de Montréal à laquelle je prêterai mon modeste concours aussi souvent que la chose se pourra s'il y a déclenchement d'élection ou même à compter de maintenant le plus souvent possible parce que c'est un grand plaisir de fréquenter Montréal. D'ailleurs, je me suis permis de refaire mon circuit de coureur dans le Jardin botanique, dans le Parc Maisonneuve ce matin et c'était fort agréable. Alors voilà, bien, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Juste vous rappeler, nommer votre nom média, oui. nom média. Et... Allez. Je vais lancer le bal. Marie-Michel Lauzon, journaliste pour Radio-Canada. Vous en avez fait mention à quelques reprises. Les libéraux multiplient les annonces là, depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Je pense qu'ils veulent investir plus d'1 milliard de dollars. Là. Ils ont promis plusieurs investissements. Les libéraux martèlent qu'on n'est pas en campagne préélectorale. Vous pensez quoi de la stratégie là, de Justin Trudeau? En fait, que Justin Trudeau veuille aller en élection, bon, ça dérange un certain nombre de monde et je pense que c'est à juste titre parce que le Parlement fonctionne. On en a été la preuve nous-mêmes en permettant l'adoption de la loi qui était nécessaire pour l'aide à mourir dans la dignité, que ce soit pour l'adoption de la mise en œuvre du budget qui n'aurait même pas été possible sans le concours du Bloc québécois, que ce soit pour la loi C10 sur la radiodiffusion. Le Parlement est fonctionnel parce que les libéraux n'ont qu'à se trouver un des 3 amis pour travailler avec eux et ça fonctionne. Cependant, bien sûr, un gouvernement aimerait ça ne pas avoir à s'en remettre à la démocratie parlementaire et avoir une majorité qui établit, toute fin pratique, une dictature de 4 ans. Là. Le fait est que ce système-là a de grandes vertus dans un gouvernement minoritaire. On en a fait la preuve. Ça a donné énormément d'influence au Québec. C'est salutaire. Et il reste encore 2 ans, un peu plus de 2 ans, à ce mandat-là. La stratégie de faire une chose et dire le contraire, je suis obligé de dénoncer ça, mais je m'en remets aisément au bon jugement des électeurs et des électrices. Je pense qu'il n'y a personne qui pense que Justin Trudeau n'est pas en train de préparer une élection. Est-ce qu'il va reculer? Est-ce qu'il va changer d'idée? Moi, ne serait-ce que pour être capable de continuer un processus normal de désignation des candidats, j'aimerais bien ça. Mais la réalité, c'est que tous les commentateurs, tous les analystes, c'est unanime, c'est même pas consensuel, c'est unanime. Tout le monde comprend bien qu'il est en train de se bidouiller une élection. Est-ce que ce sera ce dimanche? Est-ce que ce sera le suivant? J'en ai aucune idée précise. C'est le festival de la spéculation. C'est un sport préélectoral bien établi au Québec et au Canada. Mais je pense qu'il a un devoir de sincérité à l'endroit des électeurs auquel il essaie de ne pas souscrire. Vous venez d'annoncer une nouvelle candidate. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que votre parti sera prêt si jamais une élection est déclenchée? Je me permets de dire que le parti va être plus que prêt. On est en gouvernement minoritaire. Il y a des enjeux parfois difficiles, assez chauds, et évidemment, les rumeurs d'élection reviennent de façon récurrente. Jamais avec la même intensité que maintenant. Tu sais, levez la main ceux qui ne savent pas que les pancartes électorales sont imprimées pour tout le monde. Vous allez bien voir que c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare à quelque part. Puis si tu fais une pancarte électorale avec un arbre vert en arrière, tu supposes que ça ne sera pas en janvier, là. Bon. Donc, je suis convaincu qu'on s'en va là à relativement court terme ou très court terme. Notre niveau de préparation est avancé parce qu'on a commencé à faire informellement des comités électoraux le vendredi avant-midi depuis le mois d'octobre. Notre financement est environ 3 fois ce qu'il était lors de la dernière élection. Le niveau d'avancement d'identification des candidats, c'est plus qu'avancé, c'est à toute fin pratique fini. On a une capacité, mais le principal élément de préparation, c'est qu'on a remplacé un espèce d'effet Cendrillon de la dernière campagne. C'est qui cette gang-là qui arrive, qu'on n'a pas vu venir, puis qui ont une certaine sympathie de l'opinion publique. Et t'as pas ça 2 fois, là. Et cette fois-ci, c'est comme un autre argument, c'est le bilan du Bloc québécois.
Sans le Bloc québécois, la reconnaissance de la nation québécoise n'aurait pas existé, puis un vote en faveur de l'application de la Charte de la langue française aux entreprises de juridiction fédérale, ça n'aurait pas existé. Puis les compensations aux producteurs sous gestion de l'offre, ça n'aurait pas existé. Puis la protection sur l'aluminium dans la foulée de l'ACEUM, ça n'aurait pas existé. Les politiques ou les projets de promotion du bois, au moins obtenir quelques millions de dollars pour faire de la recherche sur la deuxième, troisième transformation de la ressource ligneuse, ça n'aurait pas existé. Il y a beaucoup de choses qui font partie du bilan du Bloc québécois qui a donné une voix québécoise au sein du Parlement fédéral qui n'est pas assujettie aux dictats et aux préférences de la majorité canadienne et non québécoise qui prévaut dans tous les autres partis politiques. On peut dire ça de même. J'aurais pu résumer en disant oui. Bonjour, M. Blanchet. Stéphanie Marin de la presse canadienne. Bonjour. Vous nous annoncez votre candidate dans Rosemont-Petite-Patrie. C'est un gros morceau. C'est une circonscription qui est détenue par le NPD depuis plus de 10 ans, par Alexandre Boulris, qui est très bien, qui représente bien, selon les citoyens, sa circonscription. On va savoir ça à l'élection. Qui est le bras droit du parti leader fédéral au Québec. Comment avez-vous estimé les chances de remporter cette élection-là, de remporter la candidature dans Rosemont-Petite-Patrie? On a toujours, en fait, quand je vous le répète, c'est parce que je me le répète à moi-même, on a une obligation d'humilité en politique. On ne peut pas arriver dans une circonscription comme Rosemont, Petite-Patrie, une circonscription riche à tous égards, riche de sa culture, riche de son identité, riche de sa géographie, de son histoire sur l'île de Montréal, puis dire « je suis convaincu qu'on va gagner ça ». Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas arriver avec cette espèce de prétention-là. Par contre, le Bloc québécois, dans cette mouture-ci, ne s'est pas fait connaître en arrivant avec des superstars qui arrivaient d'un milieu qui s'imposaient parce que l'appareil média les connaissait au complet. On a fait découvrir, on a fait connaître des personnalités qui, dans leur univers politique, dans leur circonscription, sont devenues de grandes vedettes locales parce qu'elles en sont issues ou elles s'y sont impliquées, elles se sont imprégnées de ces milieux-là. Et je vous réitère, je mets à peu près n'importe qui au défi, passer 15 minutes avec Shofika, et vous allez comprendre pourquoi je suis extrêmement confiant pour la circonscription. Moi, je me le suis fait faire. J'y ai parlé quelques minutes, puis j'ai fait « ben voyons, wow ». Et après ça, j'ai commencé à suggérer des rencontres, et dans tous les cas, c'est ça que ça a donné. Alors, le plus vite Shofika va commencer à rencontrer les citoyens de Rosemont-Petite-Patrie, meilleures seront nos chances. Je crois que c'est pas votre premier rodéo. Vous savez bien que tous les partis identifient des circonscriptions qu'ils estiment prenables, qu'ils estiment plus faciles pour eux. Est-ce que Rosemont-Petite-Patrie fait partie de ces circonscriptions identifiées par le Bloc comme... J'en suis pas à mon premier rodéo, mais on est toujours prêt à chevaucher le bœuf. Hein. C'est amener des défis, puis je pense qu'on va avoir un grand plaisir. Écoutez, il y a des... Puis on va se le dire un peu crûment, on va essayer de placer le ton comme faut. Là, je vois du monde qui rit là-bas, là, c'est pas correct. On va essayer de placer le ton comme faut, mais les libéraux sont venus faire des annonces dans des circonscriptions ou près de circonscriptions où ils se sentent menacés. C'est le festival des annonces libérales dans Gaspésie-les-Îles. Donc, on présume qu'il y a quelqu'un qui dort pas bien là-bas. Il y a eu une annonce énorme avec certaines vertus, mais très incomplètes, pour Longueuil-Charlemagne, où on a une candidate assez exceptionnelle qui va sérieusement défier la circonscription. Après ça, on a vu des présences en Mauricie parce que François-Philippe Champagne n'est pas au meilleur de son positionnement politique parce que son bilan, c'est des annonces réchauffées. Bon, bref, on a un certain nombre de ça. Le Bloc québécois n'est pas dans une approche de défendre des zones ou des comtés qu'on a déjà. Le Bloc québécois est dans une approche d'augmenter le nombre d'élus du Bloc québécois. Pourquoi? Parce qu'on a fait la démonstration, je crois humblement, que plus on était nombreux comme élus du Bloc québécois, meilleure était la voix et le poids du Québec au sein du Parlement fédéral. Et je pense que ce raisonnement-là est encore valable. Je pense qu'on peut encore augmenter le nombre de gens. Et pour moi, c'est important. Pour moi, c'est crucial que Montréal, qui fait partie de ce qu'est tout le Québec, puis tout le Québec qui fait partie de ce que porte Montréal, cette coupure-là que des gens voudraient entretenir entre Montréal et le Québec ne peut pas exister. Et la meilleure manière qu'elle n'existe pas, c'est que les gens qui portent la voix de l'ensemble du Québec soient dans la même formation politique que les gens qui vont porter la voix pour le cœur de Montréal. Et en 2021, est-ce que le Bloc est mieux positionné qu'en 2019 pour remporter encore plus de sièges? Le Bloc québécois en 2021 a un bilan
que je pense, je dirais pas exemplaire, là, on va y aller doucement, qui est assez remarquable dans plusieurs sujets, que ce soit sur nos valeurs, sur la liberté d'expression, sur le français, sur la laïcité. Ce sont des... Sur la reconnaissance de la nation, c'est quand même quelque chose d'assez historique que 281 députés de la Chambre des communes aient été un petit peu obligés, dans un certain nombre de cas, de se piler sur le cœur puis de dire « OK, on va reconnaître la nation québécoise parce que le prix politique à payer, dans le cas contraire, aurait été beaucoup trop lourd. » Ce sont des acquis importants, comme des enjeux à caractère économique, comme un nationalisme économique décomplexé qui colle assez bien sur une vision qui s'installe au Québec de façon générale, incluant à l'Assemblée nationale du Québec. Je pense qu'on a un bilan assez remarquable. Et ce que les gens disent beaucoup à travers les régions, c'est qu'ils disent le Bloc a fait un travail important en travaillant de façon positive, en faisant des propositions, en n'étant pas systématiquement dans l'attaque et le dénigrement. Ça semble avoir été apprécié. J'espère que ça fera partie de la perception des gens pour la prochaine campagne où on va continuer à faire l'effort d'avoir une attitude tout à fait positive et un tempérament suave, bien sûr. Est-ce qu'on peut entendre madame? Bien sûr. Fantastique. Bonjour. Bonjour. Comment entendez-vous? Ouais, peut-être que tu viens ici. Bonjour. Sur quoi comptez-vous miser pour convaincre les électeurs de Rosemont-Petite-Patrie de vous élire? Oui, bien sûr, pour Rosemont-Petite-Patrie, je pense que c'est important que la circonscription se sente représentée au fédéral, sans vouloir rentrer dans des attaques ou la défensive. Je pense que dans les derniers mois, années, cette circonscription n'a pas nécessairement été bien représentée au fédéral. Puis, je compte aussi miser sur tout ce qui est positif dans cette circonscription-là. On s'entend qu'il y a une belle population, il y a des jeunes familles, il y a différents enjeux qui ne sont pas entendus, notamment en termes de crise de logement. Il y a aussi une population aînée dans ce coin-là aussi. Donc, c'est différents enjeux que je compte défendre dans les prochaines semaines et aussi selon la campagne, puis bien sûr au fédéral. Qu'est-ce qui a été mal représenté selon vous au cours des dernières années? Je pense que la population rosemontoise est assez francophone aussi. Puis, bien sûr que le présent député, avec tout mon respect, Alexandre Boudry, c'est francophone également, mais je pense pas que cette représentation a été faite bien au fédéral, considérant pour différentes raisons, notamment la ligne du parti du NPD. Mais je pense qu'avoir quelqu'un qui est près des citoyens, comme M. Boulris l'a été, près des citoyens, près des valeurs de cette circonscription et aussi près des valeurs du Bloc qui s'apparentent aussi aux valeurs de cette circonscription, je pense qu'on pourrait avoir une meilleure représentation. Merci bien. Un plaisir.